Bien, monsieur de travail, donc vous allez avoir, vous connaissez la procédure, 15 minutes de présentation, vous faisiez une ou deux minutes avant la fin, et ensuite 15 minutes de questions. Monsieur, bonjour. Merci d'être présent pour passionnant. Le mois porte sur l'évaluation de l'efficacité thérapeutique de deux individuels de la protéase chez les patients adultes séropositifs pour le VIH. La comparaison des résultats issus du cohorte d'observation NADIS et de l'essai thérapeutique clinique. Après la justification et la méthodologie, je vous présenterai quelques résultats, suivis de nos discussions et de la conclusion. La justification veut que les essais thérapeutiques sont le standard d'excellence des études scientifiques concernant l'efficacité thérapeutique, parce qu'ils sont plus contrôlés et mieux dirigés que les études de corps. C'est le seul moyen qui permet d'améliorer la connaissance d'une maladie et de son traitement. Il permet de démontrer l'innocuité et l'efficacité du traitement, ce qui leur confère donc un niveau de preuve élevé et une meilleure crédibilité scientifique. Mais malgré ces avantages des essais thérapeutiques, ces nombreux avantages sont mis en balance à certains problèmes d'ordre éthique. C'est le cas par exemple des études italiennes JC 1 et 2 qui ont randomisé respectivement 18 000 et 12 000 patients. Mais leur consentement a été approuvé par le comité d'éthique régional. Les auteurs ont fait le choix délibéré de ne pas demander le consentement des patients. Parce qu'ils se disaient que demander le consentement d'un malade, ça modifierait un peu la relation médecin par patient. Les essais posent également un problème méthodologique. Lorsque le fait de randomiser peut réduire l'efficacité thérapeutique, ou lorsque l'efficacité thérapeutique dépend de la participation active des sujets, la participation est même dépendante des croyances et des préférences des sujets. Les critères d'inclusion et d'exclusion de certains essais sont tellement restrictifs que les malades qui sont inclus représentent une faible proportion des patients qui sont traités ultérieurement. Les essais sont également insuffisants, voire avoir une faible validité excès, en raison d'une faible participation des médecins et en raison d'une faible participation des patients inclus dans l'étude. Les essais posent également un problème pratique. En pratique, les patients veulent que le médecin choisisse le traitement qui leur convient de mieux. Ils ont du mal à comprendre et à accepter le principe d'ambivalence. D'où l'importance des études d'observation normalement utilisées pour répondre à des questions étiologiques ou pronostiques. Notre hypothèse de travail est que l'efficacité thérapeutique des individuels de la protéase peut être validement estimée à partir des données issues d'une cohorte d'observation. Pour répondre à cette hypothèse, nous nous sommes fixés comme objectif de comparer l'efficacité thérapeutique de l'opinavir et de Terlizide chez les patients infectés par le VIH à partir des données de la cohorte NADIS. Ensuite, de comparer nos résultats obtenus dans l'essai clinique et notre étude de référence. Comme méthodologie, nous avons utilisé les mêmes critères de sélection et d'efficacité que clinique. Les critères de sélection étaient que les patients devaient être HIV+, avoir une charge virale supérieure ou égale à 1000 copies par millilitre, quel que soit le taux de CD4, et être âgé de 18 ans et plus. Le critère de jugement principal fait le pourcentage de patients ayant une charge virale inférieure à 400 copies par millilitre en 48e semaine, et comme critère secondaire, c'est le pourcentage de patients ayant une charge virale inférieure à 50 copies par millilitre. Nous avons fait à l'inclusion une stratification sur la charge virale inférieur à 5 000 copies par millilitre, supérieur ou égal à 5 000 copies par millilitre. Les motifs d'arrêt de traitement et de la simplification du traitement, les échecs, les effets indésirables secondaires et autres. Comme analyse statistique, nous avons fait une analyse à partir de la cohorte NADIS et une correction de la base de données. Nous avons fait une description de la population d'études en utilisant une perspective. Nous avons estimé l'efficacité thérapeutique en utilisant le risque relatif. Nous avons pris en compte tous les facteurs de confusion, c'est l'analyse multivariée. Et quant à la comparaison de NADIS versus PRIM, nous avons regardé l'efficacité globale des deux études, tout en recherchant les différences sur les critères de sélection, la comparabilité de groupes dans le suivi, les pertes de vue et les effets secondaires. Les deux schémas d'études ont une différence méthodologique, différence liée au type d'étude. CLIN a fait la randomisation et a travaillé en double insu. NADIS n'a pas fait de randomisation et n'a pas d'insu. Les périodes d'inclusion également diffèrent. CLIN a comme période d'inclusion mai 2004 à janvier 2005, alors que NADIS c'est de janvier 2000 à décembre 2006. CLIN avait beaucoup plus de patients, 878, donc 444 dans le groupe Lopinavir, 434 dans le groupe Terlizide,
Alors Pénadis, au début, on n'avait que 214. Mais après élimination, après suppression de certains patients et la correction de la base de données, nous sommes retrouvés avec 192 sujets, dont 105 d'un neuroclopinavir et 87 d'un neuroctelzir qui ont suivi effectivement les 48 semaines. Les deux schémas également diffèrent sur le type d'analyse. Clean essai non d'infériorité, avec une analyse en intention de traité, alors Pénadis, c'est un essai d'efficacité avec une analyse en pair protocole. Les résultats. D'abord, à l'inclusion, il n'y a pas de différence sur les caractéristiques démographiques entre les deux groupes. Voyons qu'à l'inclusion, il y avait 37% des sujets de neuroclopinavir qui étaient au stade SIDA versus 32% dans le neuroclopinavir. La seule différence au niveau des caractéristiques cliniques se trouvait au niveau de la CD4, où on avait 34% des sujets du groupe TELZIR qui avaient une CD4 supérieure à 200 cellules per mètre cube versus 15% dans le groupe lopinavir, ce qui était statistiquement significatif. Pendant le suivi, on a rencontré 4 décès, dont un dans le groupe lopinavir, où le motif n'était pas renseigné, et 3 dans le groupe TELZIR, où le motif était lié à l'échec. Il y avait également 36 pertes de vue, donc 19 dans le groupe lopinavir et 17 dans le groupe TELZIR. 58 patients ont arrêté le traitement, 27 dans le groupe lopinavir et 37 dans le groupe TELZIR. Tous les patients qui sont décédés et qui ont arrêté le traitement, nous avons considéré comme état d'échec. Il fait donc, à 48 semaines, on s'est retrouvé avec 43% d'échecs avec le groupe lopinavir versus 23% avec le groupe TELZIR. L'efficacité à 48e semaine montrait que 50% des patients du groupe lopinavir avaient une bonne efficacité versus 47% dans le groupe TELZIR. Quelques critères de jugement secondaire. 39% des sujets du groupe TELZIR avaient une charge virale inférieure à 50 picogrammes versus 38% dans le groupe lopinavir, ce qui n'est pas statistiquement significatif. Les facteurs associés à l'efficacité thérapeutique à la 48e semaine étaient les patients qui avaient un taux de CD4 supérieur ou égal à 132 cellules par mètre cube et ceux qui ont un indice CD4 supérieur à 200. À l'analyse bivariée, on n'avait pas trouvé de différence d'efficacité entre le lopinavir et le TELZIR. En prenant en compte tous les facteurs de confusion, nous sommes rendus compte que Symphony réduisait l'efficacité thérapeutique de tout le monde et que les patients ayant un taux de CD4 supérieur ou égal à 132 cellules par mètre cube ont beaucoup plus de chances d'avoir une efficacité. La discussion nous a permis de comparer en fait les deux schémas d'études. Voyons qu'à l'inclusion, on avait 26% de femmes dans le groupe NADIS versus 22% dans le groupe CLEAN. Les patients du groupe NADIS étaient traités tardivement. 35% de l'inclusion était au stade SIDA versus 11%, ce qui est statistiquement significatif. Et on a également, au niveau de l'efficacité globale, il y a beaucoup plus d'efficacité globale dans le groupe CLEAN, 72% versus 49%. Cette différence d'efficacité globale peut être due au traitement tardif des patients du groupe NADIS. On voit qu'à l'inclusion, il y avait 35% déjà qui étaient au stade SIDA. La différence peut être également due aux arrêts de traitement. On a beaucoup plus d'arrêts de traitement dans notre étude que dans leur étude, 31% versus 22%, surtout au niveau du TELZIR, où on a eu 36% d'arrêts de traitement dans l'analyse versus 21%, ce qui est statistiquement significatif. On a beaucoup plus de pertes de vue que chez CLEAN, 19% versus 6%, et ce dans les deux groupes. Plusieurs études ont comparé ces deux schémas d'études. C'est le travail de Kunz, par exemple, qui a regroupé 8 études comparant essais contrôle randomisé et essais contrôle non randomisé. Il a trouvé une variation de l'effet de traitement variable d'une sous-estimation de 116% de cet effet à une surestimation de cet effet de 160%. Certains auteurs aussi, comme Cato et Benson, ont également trouvé que les résultats des études observationnelles réalisées avec un plan expérimental adapté ne semblent pas surestimer systématiquement l'effet de traitement par rapport à des essais contrôleurs randomisés. En conclusion, on dirait que le lopinavir avait la même efficacité thérapeutique
que le Kenzir à la 48e semaine, et que malgré leur imperfection, il semble impossible de se passer des études épidémiologiques issues des enquêtes d'observation, et qu'en pratique clinique, le choix d'une molécule tient au cas par cas de la dynamique, de différentes valeurs donnent le profil de tolérance attendu et les comorbidités. Les études de Koch ne remplacent pas les études contrôlées randomisées, et que ces deux études sont complémentaires. Je vous remercie. Merci.